Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de la semaine et pas n'importe laquelle. Je termine à l'instant Nine Perfect Strangers, la série produite par Nicole Kidman entre autres. Je vais vous en parler dans quelques instants. Ça a été un véritable bonheur cette série. C'est une série très étrange, c'est un trip, mais vraiment une expérience psychédélique très chelou. Ça va pas plaire à tout le monde, c'est certain, mais au final, j'ai adoré pour énormément de raisons. La série, vous verrez, je vais revenir sur les critiques qu'il y a eu sur la série, parce qu'il y a pas mal de critiques qui ont descendu la série, mais je vais vous expliquer ce que j'en pense et pourquoi certaines critiques se trompent. Quoi qu'il en soit, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que ça va être une critique plutôt longue, je pense que ça va faire les 20 minutes. Je vais revenir en détail sur le casting, les scénaristes, la bande originale, les morceaux de musique avec les artistes. Je vais tout décortiquer. C'est plus qu'une série, c'est une expérience et je vous en parle sans spoilers juste après le générique. Alors, Nine Perfect Strangers, déjà, c'est un roman à la base qui est sorti en 2018, écrit par Liane Moriarty, et qui est adapté donc en mini-série. Il ne devrait pas y avoir de seconde saison. Après, tout est possible quand il y a du succès. Il se peut qu'un jour, on ait une deuxième saison qui soit inédite, pas en rapport avec le livre, mais pour l'instant, c'est pas prévu. C'est une mini-série. Et Liane Moriarty est impliquée dans la série. C'est une mini-série créée par David Kelly, et David Kelly, c'est pas n'importe qui. Outre le fait d'être le mari de Michelle Pfeiffer dans la vraie vie, c'est surtout un scénariste extrêmement prolifique, extrêmement talentueux. Il a des séries comme par exemple Chicago Hope qui a duré plusieurs années, Ally McBeal qu'on ne présente plus, ou récemment Big Little Lies auquel il avait intégré dans le casting Nicole Kidman, donc il la retrouve après Big Little Lies, ainsi que plus récemment la série Monsieur Mercedes, l'adaptation du roman de Stephen King, ainsi que la série qui est actuellement en diffusion sur Disney+, Big Sky. Voilà qui est David Kelly. C'est un scénariste très talentueux, c'est les dialogues, c'est la mise en scène, le choix des musiques, tout ça, on le retrouve, c'est un point commun qu'on retrouve dans ces séries, les personnages plutôt travaillés au niveau de la psychologie, du feel-good aussi. C'est vraiment le meilleur scénariste, le meilleur showrunner qu'on pouvait prendre pour Nine Perfect Strangers. Il correspond totalement à la vision de l'auteur et c'est pas pour rien qu'il a été choisi. Maintenant, revenons un petit peu sur le casting et ensuite on parlera du compositeur et je détaillerai un petit peu plus tard les musiques parce que c'est vraiment un énorme point positif de la série. Revenons donc sur les producteurs. Parmi les producteurs, on a Nicole Kidman, qui est très impliquée dans la série. Ça se voit à tous les niveaux. C'est la patronne de la série. C'est elle qui est de tous les plans quasiment. Et on sent vraiment qu'elle est passionnée. Elle vit son rôle. En tout cas, elle le connaît par cœur. Elle a totalement intégré le personnage. Elle l'a fait sienne. Elle l'a fait sien plutôt. Donc je vais y revenir sur le personnage de Nicole Kidman parce qu'il y a quand même quelques petites choses qui sont moins bien que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est une énorme réussite, ce personnage de Masha joué par Nicole Kidman. Et Nicole Kidman, bon, je ne vais pas vous faire le reste de sa filmographie. Nicole Kidman, elle s'entend très bien avec Melissa McCarthy, et Melissa McCarthy, c'est le deuxième plus gros point fort. Melissa McCarthy et Bobby Cannavale, le binôme que l'on retrouve dans beaucoup de films. Récemment, on les a retrouvés dans Thunder Force, Super Intelligence, où justement ils sont tous les deux au casting du film qui est sorti sur HBO Max. Vous pouvez retrouver la critique de ces deux films sur ma chaîne. Ils s'entendent très bien et ils jouent très souvent ensemble, notamment sous la direction de Ben Falcon. Ben Falcon, qui c'est le mari de Melissa McCarthy dans la vraie vie. Et d'ailleurs, Ben Falcon, il joue dans la série, dans quelques épisodes. Il a un rôle, je vous en dis pas plus, c'est une critique sans spoilers, je tiens secret le rôle, mais voilà, Ben Falcon joue dans la série, aux côtés de Melissa McCarthy et Bobby Cannavale. Ça fait plaisir parce qu'on sent que
non seulement le showrunner, mais aussi Nicole Kidman, impliqués à la production, ont voulu qu'il participe, ont voulu ramener cet univers que moi j'adore. J'adore Melissa McCarthy, c'est une de mes actrices américaines préférées, surtout comique. Donc voilà, il y a beaucoup de complicité entre tous ces acteurs. Le duo Melissa McCarthy-Bobby Cannavale est extrêmement touchant, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la critique à proprement parler, et à noter une petite apparition de la fille de Melissa McCarthy, la vraie fille de Melissa McCarthy, qui joue le rôle de Melissa McCarthy jeune dans des flashbacks. C'était déjà le cas dans la comédie que certains n'ont pas aimé, Thunder Force sur Netflix, où elle faisait le rôle de sa mère jeune. Donc on sent qu'il y a une volonté de travailler en famille avec sa fille, avec son mari, avec son meilleur pote à l'écran, Bobby Cannavale, Melissa McCarthy, qui est le deuxième personnage sur lequel on peut s'appuyer pour cette série. Ensuite, on a Michael Shannon. Michael Shannon, il est dans un rôle totalement à contre-emploi. Michael Shannon, vous le connaissez bien évidemment pour son rôle de Général Zod. Un de ses premiers rôles qu'il avait fait connaître au cinéma, c'était Bad Boys 2. Il avait un petit rôle de suprémaciste blanc du Ku Klux Klan enfermé dans le coffre de Will Smith et Martin Lawrence. Depuis, il a fait un énorme parcours. On a pu le voir dans des films où il était assez imposant, assez flippant. Des films comme The Iceman où il fait un tueur. Des films d'auteur dans l'Amérique profonde, mais aussi des blockbusters. Donc Michael Shannon, c'est un acteur excellent, et dans le film, dans la série plutôt, il a un rôle totalement à contre-emploi où il fait un prof qui vient avec sa famille pour se relaxer. Je vais vous parler du synopsis dans quelques instants. Donc pour se relaxer dans cette espèce de centre de thérapie, et il est il bavarde beaucoup, il est très exubérant, le mec extrêmement positif, optimiste jusqu'à l'extrême, qui peut éventuellement cacher des choses, mais ça, je vous en parlais dans quelques instants. Donc Michael Shannon, dans un rôle qui est totalement à contre-emploi de ce qu'on lui connaît dans sa filmographie, et il est exceptionnel. Luke Evans, alors Luke Evans, c'est peut-être l'acteur qui m'a le plus surpris de cette série, parce que je le connaissais pour des rôles virils, des rôles badass. On le connaît pour le Hobbit, on le connaît pour Fast and Furious 6, pour son rôle notamment dans Dracula Untold, qui est une très bonne variation de Dracula. Et là, il fait un rôle d'un personnage gay. Alors, moi, vous savez que tout ce qui est LGBT, à partir du moment où il y a du militantisme, j'ai horreur de ça. Mais quand il n'y a pas de militantisme, à la rigueur, ça me gêne pas vraiment. Surtout quand les personnages sont bien écrits. C'est le cas ou qui sont charismatiques et qui jouent bien. C'est le cas notamment de Ross Marquand dans The Walking Dead, qui fait un personnage Aaron qui est gay, mais à la rigueur, on s'en fout, parce que si on ne savait pas qu'il était gay, on se poserait pas la question, parce qu'il est bien écrit. Et là, c'est le cas de Luke Evans. Il fait un personnage gay, donc bon, on va nous parler un petit peu de sa vie, mais pas trop en détail. C'est pas une série qui a pour but de faire du militantisme sur l'adoption homoparentale ou ce genre de choses. Mais il va avoir un rôle très important. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est ses différents degrés, sa subtilité au niveau du jeu. Il montre différentes facettes, tantôt agaçantes, tantôt attachantes. Il y a beaucoup de sincérité chez le personnage. Il est le lien entre plusieurs personnages. Et j'ai trouvé que Luke Evans s'en sortait haut la main. Moi, honnêtement, il m'a touché. Pas vis-à-vis de son histoire personnelle, mais vis-à-vis de comment il va vivre tout ce qui se passe, comment il va être aux côtés d'autres personnes pour les accompagner, pour les soutenir dans cette espèce de trip psychédélique qu'est la série. J'ai trouvé que le personnage de Luke Evans était extrêmement bien écrit, et au-delà de ça, interprété avec tellement de sincérité que ça fait naturel. On sent que Luke Evans ne s'est pas forcé pour le rôle. Et là aussi, c'est un rôle à contre-emploi, parce qu'on n'est pas du tout habitué à le voir. En tout cas, des rôles que j'ai pu voir dans sa filmographie, je ne suis pas du tout habitué à le voir dans ce genre de rôle. Donc c'est une bonne chose, ça change. Encore une fois, c'est une série. Ne vous attendez pas à énormément comment dire, c'est pas une série policière, hein. C'est une série psychologique, c'est une série sur les sentiments, c'est une étude de personnages. Donc Luke Evans là-dedans est très bien traité. On va voir, il va changer de sentiments vis-à-vis de certaines personnes, il va changer de comportement.
vous verrez, je vous en parlerai un petit peu plus dans quelques instants. Et les deux autres acteurs, ou plutôt les deux autres actrices, c'est Samara Weaving et Regina Hall. Samara Weaving, outre le fait d'être la nièce de Hugo Weaving, Monsieur Smith, elle ronde de Foncombe. Samara Weaving, elle a joué dans 2 films Netflix, The Babysitter 1 et 2. C'est pas forcément ses meilleurs films, mais elle a surtout joué dans l'excellent que j'avais vu au cinéma, et pourtant c'est pas mon genre de prédilection, l'excellent Wedding Nightmare, le film d'horreur, plutôt humoristique. Elle était très convaincante, et c'est pour ça qu'elle est tellement convaincante que dans tous les registres, en fait, que ce soit le drame, je sais qu'elle a joué dans la série Hollywood que je n'ai pas vue et que je ne verrai pas parce que ça m'intéresse pas, mais elle est tellement convaincante dans tous les différents registres qu'elle est capable de jouer dans Snake Eyes, G.I. Joe Origins en ce moment, tout comme elle a été choisie pour le prochain film de Damien Chazelle. Je crois qu'il y aura Margot Robbie, il me semble, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'il y aura Margot Robbie dans le prochain film de Damien Chazelle, de La La Land, qui s'appellera Babylone, qui lui aussi sera un film qui parlera de Hollywood, il me semble, dans les années 50, mais je ne veux pas vous en dire plus, je me suis pas assez renseigné sur le prochain film de Damien Chazelle, que je verrai, c'est sûr et certain, mais elle y jouera et elle aura un rôle important, comme quoi elle est capable de jouer tous les genres de rôles, aussi bien des rôles badass dans Mayhem aux côtés de... je me souviens plus du nom de l'acteur qui faisait Glenn dans Steven Yeun dans The Walking Dead, donc il jouait avec elle dans Mayhem, un film d'action débridé, tout comme elle est capable de jouer dans des drames et des séries et des films d'auteurs, et elle m'a surpris dans son rôle, parce que, alors outre le fait qu'elle est ultra sexy, mais c'est peut-être pas le plus important, parce qu'en même temps c'est un peu flippant, elle fait anorexique dans le film, mais c'est fait exprès, vis-à-vis du personnage, de la psychologie, mais elle m'a surpris par la subtilité qu'elle avait dans son jeu et aussi par l'écriture du personnage. Certes, ça c'est pas forcément de elle, mais elle le joue très bien. Je vais vous en dire un petit peu plus sur les personnages dans quelques instants. Et enfin, il y a Regina Hall. Regina Hall, moi c'est une actrice que j'apprécie. Je suis habitué à la voir dans les comédies américaines. Elle a joué dans tous les Scary Movie, en tout cas au moins les 4 premiers. Elle a joué dans Girl Trip. Il me semble que dans Girl Trip, on avait Jada Pinkett Smith. Elle a joué dans Little, une très sympathique petite comédie américaine que j'ai vue il y a quelques mois en arrière. Et elle avait été aussi dirigée par David Kelly dans la série Ally McBeal, dont elle avait un rôle important, mais je me souviens plus dans quelle saison. Donc voilà, on a tous des acteurs, soit qui ont travaillé avec David Kelly, comme Nicole Kidman, comme Regina Hall, ou qui se connaissent entre eux, Melissa McCarthy, Bobby Cannavale. Tout le monde là-dedans joue extrêmement bien. Et c'est peut-être le plus gros point positif avec la bande originale. La bande originale, elle est composée par Marco Beltrami au niveau du score, au niveau de la composition, mais elle est surtout composée d'énormément de chansons. Et ces chansons, que je vais vous détailler dans quelques instants, les titres ainsi que les auteurs, ça a été un pur bonheur d'écouter ça. C'est vraiment des chansons, ça m'a donné envie de les réécouter. Ça accompagne parfaitement les scènes, je vais y arriver. Donc, on commence par le plus gros point positif, l'interprétation. Avant toute chose, je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler du synopsis. On y suit Nicole Kidman, qui est la gérante / gourou / personnage énigmatique qui gère un centre de thérapie, un centre de remise en forme mentale, physique, nutrition, etc., qui s'appelle Tranquillum et qui sélectionne, c'est le mieux coté des États-Unis. Au niveau des prix, c'est le plus cher. Au niveau de la qualité des soins, c'est le mieux coté. Et c'est elle qui sélectionne parmi la multitude de demandes qu'elle a chaque année. Elle sélectionne un certain nombre de personnages, un certain nombre de personnes plutôt. Et là, elle a sélectionné 9 personnes. Et elle les a pas sélectionnées pour rien, on va s'en apercevoir. Et elle va les mener dans une espèce de trip, réorientation, rééquilibrage des sens, des énergies, le genre de truc que personnellement j'ai horreur, dans lesquels je ne crois absolument pas, qui pour moi relève plus de la connerie, du bullshit absolu. Vous savez, tout ce qu'on nous parle de rééquilibration des sens, de retrouver son moi intérieur, et qu'est-ce que j'en sais de toutes ces conneries, excusez-moi de la grossièreté, mais voilà, c'est des choses que je supporte pas de base, et c'est pour ça que je suis surpris d'avoir aimé la série. Et donc, elle dirige ce centre et
elle va un petit peu malmener, ou on va dire elle va bousculer les habitudes de ses patients, elle va leur faire consommer des drogues à leur insu, elle va les priver de tout moyen de communication comme les smartphones, comme les véhicules, elle va parfois les séquestrer contre leur gré, donc plein de choses qui sont très étranges, elle va leur faire des activités, des exercices très bizarres, reconnexion avec la nature, elle les prive de manger, ils doivent chercher dans la nature de quoi se nourrir, tout ça en étant sous l'influence de drogue, mais comme elle le dit, en tout cas, est-ce qu'il faut la croire ou pas, ça, vous verrez, hein, c'est sans spoilers, mais elle leur fait un programme de nutrition, des smoothies et tout ce genre de choses, mais avec des drogues, et apparemment c'est contrôlé, c'est pour les libérer de leurs addictions, très très bizarre, une philosophie à la fois un petit peu bouddhiste sur les bords, rééquilibrage des chakras et de tout ce que j'en sais. Donc, on y suit Nicole Kidman, qui est la patronne et qui va les guider, qui va être une espèce de guide spirituel, mental, New Age. Donc déjà, à la base, c'était pas forcément pour moi la série. Mais au vu de la qualité de l'interprétation, je peux vous dire que ça m'a maintenu en éveil durant les 8 épisodes. J'ai regardé les 7 premiers d'affilée, juste avant, quelques jours avant de regarder le dernier épisode que j'ai regardé hier soir. Comme ça, j'ai pu enchaîner les 8 épisodes quasiment en quelques jours, et je n'ai pas décollé. À chaque fois que je voyais un épisode, j'avais envie de voir le suivant. C'est peut-être ça le plus gros point positif. C'est une série, mais tellement chelou, tellement bizarre. À plusieurs moments, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire dans cette série? Qu'est-ce que ça raconte? Et à plusieurs moments, je me suis dit, bon, est-ce que je continue ou pas? Parce que je me disais, mais c'est du grand n'importe quoi que font les personnages. Ça ne rime à rien, ça n'a aucun sens, aucune logique. Où est-ce qu'ils veulent en venir? Et je sais que certains d'entre vous, j'en ai discuté avec vous sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, il y en a certains qui ont décroché, qui ont trouvé ça insupportable parce que vous n'arriviez pas à voir où est-ce que ça voulait en venir. Je peux comprendre que les gens se découragent, mais ça va être mon premier coup de gueule vis-à-vis des critiques notamment de presse, parce que les critiques de spectateurs, elles sont totalement subjectives, donc bon, à la rigueur, les gens ont le droit de penser, mais le gros problème des critiques de spectateurs, c'est que les gens se sont basés sur les 3 premiers épisodes qui ont été disponibles d'un coup. Et c'est le gros coup de gueule que je pousse, arrêtez, tous ceux qui écoutent cette vidéo, arrêtez de vous fier aux critiques de presse. Les critiques de presse sont tout aussi subjectives que les spectateurs, et en plus, la presse a mal fait son travail. Ils ont critiqué une série qui n'était pas encore terminée, car ils n'ont pas vu, pour avoir lu plusieurs critiques de presse, ils n'ont pas vu la série en entier, ils l'ont découvert en même temps que nous. Certaines critiques ont eu le droit de voir 5 ou 6 épisodes sur les 8, mais il y a très peu de critiques qui ont vu les 8 épisodes, la mini-série en entier. Donc leur critique est biaisée, elle est totalement fourvoyée, car ils ont jugé l'entièreté de la série à l'aune de quelques épisodes seulement. Or, c'est une série où si on ne va pas jusqu'au bout, on ne peut pas comprendre ce que la série nous explique. C'est une série qui se regarde en entier ou qui ne se regarde pas du tout. Il n'y a pas de demi-mesure avec ce genre de série. C'est une mini-série, c'est un trip du début à la fin, et si on l'arrête en plein milieu, forcément on est frustré parce qu'on ne comprend pas où est-ce que ça veut en venir. Et il n'y a que durant les 2 derniers épisodes qu'on comprend réellement le sens de la série, et surtout dans les dernières minutes, je vais dire les 10 dernières minutes de la série, où on comprend, et surtout où on a toute l'émotion de tous les épisodes, de tout ce qu'on a vécu, qui se décuple vis-à-vis de la fin de la série. Donc, coup de gueule vis-à-vis de tous les critiques, que ce soit de spectateurs ou de presse, qui ont critiqué négativement la série en ne se basant que sur une partie, c'est-à-dire juste les 3 premiers ou les 5 premiers ou les 7 premiers épisodes. C'est soit, et ça c'est valable pour tous les youtubeurs aussi, c'est un coup de gueule que j'ai envie de passer parce que très souvent j'ai envie de le dire, tous les youtubeurs qui font des critiques sur une saison ou sur une série, mais notamment sur une saison, en ne regardant pas la saison en entier, qui jugent une saison complète en regardant 1 ou 2 épisodes, pour moi, tous ces gens-là perdent de la crédibilité et ne devraient même pas faire de critiques. C'est inacceptable d'avoir des youtubeurs qui vous disent « ne regardez pas la série »,
alors qu'ils n'ont même pas regardé en entier. Ça, c'est un gros coup de gueule que j'ai envie de passer parce que ça m'énerve de plus en plus. Et je sais qu'il y a des youtubeurs ciné qui font ça. Je ne vais pas les citer parce que c'est pas le but. Je pense que vous les connaissez si vous en regardez souvent. Mais moi, ça m'insupporte au plus haut point. Comment peut-on juger de l'entièreté de quelque chose sans l'avoir vu en entier? Ça, c'est quelque chose d'idiot, de stupide. Et c'est la même chose pour les gens qui critiquent des films ou des séries sans les avoir vus ou en ayant regardé juste une partie. On ne peut pas critiquer si on n'a pas vu en entier. Et c'est la même chose pour Nine Perfect Strangers, surtout pour cette série-là. Donc, je reviens au point positif, maintenant que j'ai poussé le coup de gueule que j'avais envie. L'interprétation est irréprochable. Chaque personnage est attachant. Parfois, ils vont être agaçants, mais ensuite, il va y avoir le revers de la médaille. On va s'apercevoir qu'ils sont agaçants parce qu'ils sont en souffrance intérieure, du fait d'avoir perdu des proches, du fait de se faire des reproches, que ce soit sur leur physique, sur leur poids, du fait d'avoir des reproches à faire à des gens qui les ont blessés et ça les a traumatisés, et ils vont se défaire petit à petit, alors plus ou moins bien, on verra, ils vont se défaire de certaines de leurs addictions, de certaines de leurs traumatismes, ça va être une catharsis. Tous les personnages vont apprendre à s'entraider. On va avoir une véritable cohésion, et c'est là qu'intervient le talent des acteurs, leur complicité. On sent que tous les acteurs ont été complices sur la série. Ils se sont tous bien entendus, en tout cas à l'écran ça se voit. Gros point positif donc. Et comme je vous disais, je ne peux pas dire que le scénario est un point positif, ni un point négatif, parce qu'il n'y a pas vraiment de scénario. Le scénario il est très simple, mais je ne peux pas vous en parler sans spoiler, donc je ne vous en parle pas, si ce n'est le synopsis que je vous ai dit. Le gros point positif, c'est que c'est une expérience, c'est une étude de personnages. Et c'est vraiment les personnages qu'on étudie plus que l'intrigue en elle-même, qui va se résumer à des expériences plus ou moins mystiques, plus ou moins psychédéliques, sous acide, sous MDMA ou d'autres drogues, LSD. C'est vraiment une étude de personnages. C'est un ressenti. C'est une série qui se ressent. C'est une série qui est basée sur les émotions. Et c'est pour ça que j'aime cette série. Je suis passé par tous les stades d'émotion. D'abord, dans les 2 premiers épisodes, j'étais très mal à l'aise parce que je me demandais, mais où est-ce qu'ils veulent en venir ? Nicole Kidman qui essaye de les manipuler, qu'est-ce qu'elle veut faire ? Est-ce qu'elle veut manipuler pour le bien ? Est-ce qu'elle veut les manipuler d'une manière malsaine ? J'étais là, je me disais, mais comment on peut accepter, comment des personnages, parce que ça doit arriver dans la vie réelle, je suppose, comment des gens peuvent se laisser manipuler comme ça par des gourous qui leur disent tu dois prendre tel ou tel traitement, que ce soit médical ou tel traitement, telle nutrition au niveau de l'alimentaire, et au niveau du régime, et j'avais du mal à me dire mais comment on peut accepter se lancer comme ça dans l'inconnu, faire confiance à quelqu'un dont on ne connaît pas les intentions. Ensuite, des épisodes suivants m'ont fait rire, il y avait un véritable côté comique, puis ensuite il y avait un côté qui me faisait peur, mais réellement où j'avais peur pour les personnages, parce que je me disais, oulala, attention, on s'oriente vers quelque chose de plutôt dangereux. Eux-mêmes, les personnages, passaient du rire aux larmes, à la peur, terrorisés, désorientés, et enfin à l'émotion et à la compassion. Durant les derniers épisodes, beaucoup d'émotions qui se dégagent des personnages, notamment de Nicole Kidman. Donc je suis passé par toutes les émotions. Le rire, la peur, l'intrigue, c'est-à-dire que j'étais intrigué, j'étais perplexe, le feel good, et ça c'est en raison des chansons, je vais y revenir dans quelques instants, et au final un véritable attachement au personnage, de l'empathie. C'est peut-être ça qui pour moi se dégage la plus grosse force de la série, c'est qu'on arrive à avoir de l'empathie pour les personnages, on arrive à avoir de la compassion pour eux, à ressentir une partie au moins de leur douleur. Franchement, je suis passé par tous les stades d'émotion, et ça, pour moi, ça vaut tous les scénarios du monde, parce que pour moi, une série, un film, une fiction, ça se ressent. C'est ce sur quoi je juge une série, l'émotion. En général, pour moi, un chef-d'œuvre, c'est pas un film parfait, c'est un film qui m'a ému, qui m'a touché profondément. Je pourrais pas dire que cette série est un chef-d'œuvre, parce que je suis encore dans la critique à chaud et que je suis perplexe, mais je sais que j'ai vraiment adoré la regarder, et que pour moi, elle tient plus de l'exceptionnel que d'une série banale. C'est vraiment une série exceptionnelle que j'ai vue. Il se peut que dans quelques mois, quelques années, je me dise en fait cette série était une grosse arnaque. C'est tout à fait possible. Ça m'a fait déjà ça pour certains films qui m'ont ému aux larmes, et il se peut que je me dise
Mais en fait, c'était une vaste arnaque parce que une fois l'émotion passée, qu'est-ce que j'ai retenu de la série? Pas grand-chose. Mais c'est pas grave. Moi, je suis dans le ressenti direct, voilà, instantané, et j'ai aimé me laisser embarquer par les personnages. J'ai aimé voir cette espèce de petite bande de personnages qui, au départ, non seulement ne se connaissent pas, mais ne s'entendent pas forcément, et qui vont avoir un parcours en l'espace de moins de 2 semaines, en l'espace d'une dizaine de jours, qui vont changer du tout au tout pour certains. C'est une série feel good, et donc j'en arrive au un des plus gros points positifs, c'est les chansons. Et alors là, les chansons, je vais vous donner les titres des chansons pour que vous puissiez taper, mais sinon vous pouvez le retrouver très facilement sur Google et sur YouTube ou sur TuneFind. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé les titres. C'est un site où vous tapez le nom de la série et il vous dit toutes les chansons et les scènes qui les accompagnent. On a déjà la chanson du générique. C'est Strange Effects, interprétée par Unloved. Cette série, déjà, elle vous met dans l'ambiance. Alors pour moi, cette chanson plutôt, vous met dans l'ambiance. Cette chanson, il y avait une espèce de vibe True Detective. Attention, la série n'a rien à voir avec True Detective, c'est pas un polar. Mais il y a une vibe, déjà, c'est quelque chose qui paraît être un petit peu irréel, vaporeux, où on flotte. Voilà. Donc rien que cette chanson, Strange Effects, interprétée par Unloved, vous met directement dans l'ambiance. Et ensuite, vous allez avoir Crimson Blue. Ça, c'est la fin, je vais y revenir un petit peu dans quelques instants. Mais vous allez avoir des chansons comme No More I Love You de Annie Lennox, qui est juste excellente. What Makes Me Think About You, qui est interprétée ou composée par Nicolas Godin, mais qui fait vraiment penser à du Daft Punk. C'est une chanson électro, mais électro qui est pas forcément agitée. Électro un petit peu soft, un petit peu ambiance feutrée. Ensuite, vous allez avoir 2 chansons qu'on retrouve dans Grease. Vous allez avoir, alors en tout cas une dans Grease et une autre chantée par Olivia Newton-John. Vous allez avoir You're the One That I Want dans Grease. Vous savez, c'est You're the One That I Want. C'est la chanson la plus connue de Grease. Et vous avez Xanadu. Xanadu chantée par Olivia Newton-John. Excusez-moi pour le bégaiement. Ensuite, on va avoir du Rihanna. Love on the Brain de Rihanna. Donc ça accompagne tellement bien la scène. Ensuite, vous allez avoir Never My Love. C'est une des chansons que j'adore, que j'ai découvert. J'ai découvert l'interprétation de Never My Love du groupe The Association. J'ai découvert cette chanson sur Sons of Anarchy, où ça avait été repris par Audra May. Et c'était un régal. Cette chanson, Never My Love, c'est juste, dès qu'on entend les premières notes, ça vous met direct dans l'ambiance, détendu, relax. Et enfin, on termine avec Crimson Blue, chanté, interprété par Keith Urban. Et Keith Urban, qui c'est? Outre le fait d'être un rocker, c'est le mari à la ville de Nicole Kidman. Donc là encore, Nicole Kidman a été impliquée même au niveau de la bande originale, puisque elle a fait en sorte qu'il y ait une chanson de son mari qui accompagne la scène finale, dont je ne vous révèle rien du tout, si ce n'est qu'il y a beaucoup d'émotions dans la scène finale. J'ai adoré cette scène, où on voit tous les personnages. Je vous en dis pas plus, mais Crimson Blue, écoutez-vous, moi je vais me réécouter la chanson. De toute façon, je vais me réécouter la bande originale au niveau des chansons, parce que certes, Marco Beltrami a fait du bon boulot, mais je vais pas réécouter le score qu'il a composé. C'est surtout les chansons qui ont été choisies. C'est des pépites, elles accompagnent parfaitement les scènes, et à chaque fois, c'est des scènes où on voit les personnages. Ne vous attendez pas à énormément de dialogues, ça aussi c'est un gros point positif. Il y a des dialogues, mais il n'y en a pas énormément. Vous allez avoir des scènes où on va voir les personnages se livrer à différentes expériences, New Age, voilà. C'est un trip, et les chansons accompagnent ces scènes-là. C'est pour ça que, pour moi, il y a des scènes qui sont assez marquantes. Donc, je résume ma critique parce que je vois qu'on en est à quasiment une demi-heure. C'est un ressenti, cette série. C'est une série qui est une expérience au-delà d'être une très très bonne série. C'est une série qui se ressent. Ne cherchez pas la complexité scénaristique, même si c'est plutôt tordu. Mais voilà, ne vous arrêtez pas sur le fait que vous ne comprenez pas où est-ce qu'on veut en venir. Laissez-vous embarquer dans la série. Suivez les personnages.
Le mieux, c'est d'avoir un fil conducteur. Moi, c'était Melissa McCarthy, parce que je l'adore. D'ailleurs, il n'est pas impossible que dans quelques temps, je vous fasse un live sur sa filmographie que je connais par cœur, quasiment. J'ai vu tous ses films. Donc, moi, c'était Melissa McCarthy et Bobby Cannavale. Entre eux, il y a une relation qui est très touchante. C'est par ces deux personnages-là que je suis rentré dans la série, que je me suis identifié et auxquels je me suis accroché. Et peut-être que vous, ça va être d'autres personnages. Ça va être peut-être Samara Weaving, ça va être peut-être Luke Evans, ça va être peut-être la famille qui est jouée par Michael Shannon, dont il est le père de famille. Et c'est là aussi un gros point de cette série. Tous les spectateurs peuvent s'identifier à au moins un personnage ou plusieurs personnages de la série. Et donc, c'est une série qui se ressent, c'est une expérience qui est extrêmement bien interprétée, accompagné de chansons parfaites pour les scènes, qui donnent un feel-good, un côté relaxant, un côté dépaysant. Nicole Kidman est charismatique comme rarement elle a été aussi charismatique. Bon, après, Nicole Kidman, c'est une actrice que j'adore, donc forcément, je ne suis pas objectif, comme sur toute cette série d'ailleurs. Des situations où on passe par toutes les émotions. Voilà, tout ce que j'avais envie de dire, je l'ai dit. Je me suis peut-être répété, mais une dernière chose, ne vous laissez pas convaincre par les critiques qui n'ont pas vu toute la série. Soit vous vous faites votre propre avis, soit si vous n'avez pas aimé et que vous le dites, c'est parce que vous avez vu la série en entier. Mais pour moi, il me paraît inacceptable de critiquer négativement quelque chose qu'on n'a pas vu en entier. Je peux comprendre que vous décrochiez au bout de 2-3 épisodes. Je dois dire que sur les 2 premiers, j'ai failli décrocher. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui me retenait. Je me disais, j'ai envie de voir le suivant. Et encore, et encore, et encore. Et le nombre de fois où j'étais dans mon fauteuil, où j'étais là en disant, mais bordel, où est-ce qu'ils veulent en venir? Ils sont totalement perchés. Mais en même temps, ça me plaisait. Le nombre de fois que j'ai dit ça, je crois que j'ai dû le répéter au moins une dizaine de fois par épisode. Et c'est-à-dire que, voilà, il y a quelque chose, et ça pour moi, c'est l'apanage des séries qui sont bien écrites, bien réalisées, bien dirigées, bien interprétées. Il y a quelque chose qui vous retient à chaque épisode où vous avez envie de voir la suite. J'en suis désolé pour vous si c'est pas votre cas, mais en tout cas, pour moi, c'est mon cas. J'ai été happé par cette série que j'ai regardée d'une traite. Je vous la recommande absolument. Ça vous plaira pas. À vous de vous faire votre propre avis. Mais moi, si vous me demandez mon avis, j'ai adoré. Je la recommande absolument. Et il n'est pas impossible que je me refasse la série un jour prochain, que je me refasse les 8 épisodes d'affilée. En tout cas, je vais aller... Excusez-moi. En tout cas, je vais aller écouter à nouveau la bande originale de la série. Je vais me faire une petite playlist parce que c'était un régal. Et vous, si vous avez aimé cette critique, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à la partager. J'espère que cette critique sera appréciée comme la série. En tout cas, moi, je vous souhaite un bon week-end puisque c'est la dernière vidéo de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Sachez que cette semaine, il y a eu énormément de vidéos. Hein. C'est quasiment une dizaine de vidéos dans la semaine. Donc voilà, je vais vous laisser le week-end pour respirer. Et ensuite, la semaine prochaine, on reprend. Gros rythme, il y aura beaucoup de vidéos. Merci à tous, portez-vous bien. Bon début de week-end ou bonne fin de week-end quand vous regarderez cette vidéo. Et ciao tout le monde.